À la une ce soir, la campagne de recensement 2017 va commencer ce jeudi. Les agents viendront au domicile des particuliers pour actualiser leurs chiffres sur la démographie de Martinique. L'INSEE a présenté aujourd'hui en conférence de presse son planning de travail. La fonction publique de Martinique améliore sa situation concernant le nombre d'emplois réservés aux travailleurs handicapés. Les chiffres restent cependant en dessous de la norme. Nous sommes à 4,71% contre les 6 exigés par la législation. La Cour d'appel de Fort-de-France a fait sa rentrée aujourd'hui, une occasion pour les magistrats de faire le bilan de l'année dernière et les prévisions pour 2017. Enfin, le mauvais temps de ces mois derniers a durement frappé les professionnels de la mer. Ils attendent avec impatience le retour des beaux jours. Pour l'instant, ils se préparent pour la nouvelle saison. Enfin, notre invité politique de ce mardi soir, vous le voyez, Fabrice Dunon, candidat aux législatives pour la circonscription du Centre. Il nous parlera de sa campagne et de son programme. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Quelle est la situation démographique de la Martinique? C'était la question abordée aujourd'hui par l'INSEE en conférence de presse. Dans 2 jours, des agents débuteront une nouvelle campagne de recensement afin d'actualiser leurs données. Il faudra jouer le jeu. Voyez les précisions d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. Comme chaque année, le 3e jeudi de janvier marque le début de la campagne de recensement, une démarche bien assimilée par les Martiniquais, même s'ils ne comprennent pas toujours la finalité de l'opération. Le recensement, c'est savoir à combien nous sommes à vivre en Martinique. Il y a des gens qui passent chez vous pour vous demander des questions. Pour payer les impôts, pour faire fonctionner la ville un peu. J'ai reçu un papier dans ma boîte aux lettres me disant qu'il y a un recensement qui allait se faire. Et pour l'instant, c'est tout. Et vous pensez qu'on est combien en Martinique 200 à 300 000 habitants. 5 000, 6 000. En tout cas, pas plus de 10 000. Environ 10 000 maximum. Je pense qu'on est à peu près 30 000. Au moins 50 000. Au 1er janvier 2014, nous étions un peu moins de 384 000 habitants, une tendance à la baisse car depuis 5 ans, la Martinique perd en moyenne 2500 habitants par an. C'est l'émigration des jeunes, et notamment des jeunes de 20 à 40 ans qui migrent et qui tardent à revenir au pays quand ils reviennent, parce que de moins en moins de jeunes martiniquais reviennent au pays. Et comme il se trouve que ce sont des personnes qui ont la faculté d'avoir des enfants, puisqu'ils sont en âge de procréer, eh bien de moins en moins d'enfants naissent en Martinique aujourd'hui. Durant près d'un mois, les agents recenseurs sillonneront les communes, un porte-à-porte nécessaire pour plusieurs raisons. Il y a 2 intérêts au recensement. Le premier, c'est de dénombrer la population pour déterminer ce que l'on appelle des populations légales, desquelles découlent 350 textes de loi, ce qui donc c'est très important pour la vie de la cité. Et puis aussi de permettre aux communes de connaître les caractéristiques sociodémographiques de leur population, que ce soit par quartier ou sur l'ensemble de la population de la commune. Et depuis 3 ans, pour faciliter les démarches, un site internet permet de se faire recenser en ligne, accessible 24 heures sur 24 et plus rapide. Cette alternative commence à trouver son public. 24, quand on en a envie, le système est sécurisé, anonyme, fiable. Les réponses sont guidées, il y a des filtres qui permettent aussi de voir une cohérence. On a des réponses complètes, on ne peut pas sauter de questions. Et on envoie le questionnaire automatiquement, on reçoit un accusé de réception comme quoi l'envoi a été bien effectué. Et voilà, c'est très simple, et on fait des économies de papier. Comme Martinique, on a eu à peu près un peu moins de 15% l'année dernière de réponses par Internet, sachant qu'en métropole, on était à plus de 40%, on va dire. Donc il y a de la marge de progression, on compte sur tout le monde, sur la participation des mairies, des agents recenseurs, mais aussi sur les gens, les citoyens, pour répondre par Internet pour que tout se passe au mieux et plus rapidement possible. La campagne de recensement se déroule du 19 janvier au 17 février pour les communes de moins de 10 000 habitants et jusqu'au 25 février pour celles de plus de 10 000. 4,71, c'est le pourcentage de travailleurs handicapés qui sont employés dans la fonction publique en Martinique, un chiffre en dessous des 6% exigés par la législation. Alors si le secteur public s'améliore peu à peu en ce qui concerne les normes d'emploi réservées aux travailleurs handicapés, il reste encore des progrès à faire. Voyez les explications de Loïc Régis. À 25 ans, ce jeune homme drépanocytaire effectue ses premiers pas dans le monde du travail. Jean-Robert est en BTS en alternance. Il est actuellement apprenti à la collectivité territoriale de Martinique au service gestion et comptabilité, un stage obtenu dans la difficulté.
J'ai reçu beaucoup de refus et je n'ai pas eu de retour aussi, donc il fallait que je cherche et continuer jusqu'à temps qu'une entreprise m'accepte parce que j'avais un délai très court pour pouvoir entrer dans la formation au niveau de BTS d'alternance. Son handicap, bien qu'invisible, a longtemps été un frein. Aujourd'hui, il souhaite en faire un atout. Je pourrais le mettre dans mon CV et tout. On peut montrer aux autres qu'on n'est pas si différent d'eux et qu'on peut toucher aussi de l'argent grâce à notre travail fourni. C'est parce qu'on a la reconnaissance de situation d'handicap qu'on ne peut pas faire certaines choses comme eux. Donc là, c'est une force pour nous de démontrer qu'on est capable d'avancer. Comme lui, ils sont des milliers en situation de handicap, exclus du marché de l'emploi. Dans la fonction publique, les mauvais élèves sont connus, l'éducation nationale, mais aussi la police. En fait, pour intégrer la police, il y a des obligations, et notamment des obligations de santé. Donc il est clair et net que quand vous passez un concours, on vous demande certaines conditions physiques, et notamment quand vous êtes en service actif. Donc c'est vrai que l'intégration de personnel en situation de handicap avant le concours, ça peut ne pas correspondre à notre activité. Oui. En Martinique, la fonction publique intègre beaucoup moins de travailleurs handicapés qu'au niveau national, une situation qui reflète le marché de l'emploi. Les personnes en situation de handicap subissent encore davantage que les autres la crise. Au niveau national, vous savez qu'il y a 480 000 personnes en situation de handicap qui sont au chômage. Le taux est le double de celui qui existe au niveau national. Et je pense que Martinique, où le taux de chômage est très élevé, il y a encore plus de personnes en situation de handicap qui sont touchées. Donc il y a un impératif. Ici, les collectivités locales et territoriales sont les secteurs publics qui embauchent le plus de personnes en situation de handicap. Si l'entreprise ou l'administration n'emploie pas suffisamment de travailleurs dits invalides, elle doit verser une contribution au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Revenons maintenant sur le déménagement du CHU qui suit son cours. Aujourd'hui, un premier patient a rejoint les locaux flambant neufs dans le service cardiologie. Alors, pour marquer l'événement, un bouquet de fleurs lui a été remis en présence du directeur du CHU. On écoute leur réaction à tous les deux. Ils s'expriment face à la caméra d'Alizé Lutran et de Guira Févrené. C'est beaucoup de joie quand même, puisque je ne m'attendais pas à être le premier. Et c'est un honneur d'être le premier, donc c'est une belle surprise, quoi. C'est une très très belle surprise. C'est spacieux et c'est confortable, c'est moderne. Je suis persuadé que ça va m'aider à mon établissement. C'est un moment un peu historique parce que c'est le symbole de notre ouverture, c'est le symbole de l'entrée du CHU dans une nouvelle ère. Et ce monsieur l'incarne particulièrement bien. Et notre présence ce matin, c'est pour le remercier d'abord de la confiance qu'il fait au CHU et puis pour marquer le coup, parce que ce n'est pas tous les jours que ça arrive. La Cour d'appel de Fort-de-France a fait sa rentrée solennelle aujourd'hui. Une cérémonie ouverte à la presse qui donne l'occasion à l'autorité judiciaire d'être plus transparente sur ses actions sur l'année écoulée et sur ses projets pour l'année à venir. Voyez les précisions de Johan Boulard et de Alvin Corsi. Premier président, procureur général, magistrat, avocat, élus et membres de la société civile. Tous sont réunis pour cette traditionnelle cérémonie. L'occasion de dresser un bilan de l'activité juridique de l'année écoulée et de fixer le cap pour celle qui commence. Le besoin de justice civile de nos concitoyens martiniquais augmente puisqu'il s'établit à 20%. Donc forcément, c'est ce qui va dicter les priorités. Donc par rapport à le meilleur traitement possible, bien sûr, c'est par l'institution judiciaire, mais aussi en développant, pour ceux qui le souhaitent, en accord avec le barreau, les procédures de médiation, d'arrangement amiable. Donc ça, c'est une priorité à cause justement de l'augmentation de cette demande de justice. Pour le procureur général, la question du pénal est au centre des préoccupations face à la flambée de la délinquance. Les violences sur la route qui sont effectivement un problème important, pas uniquement en Martinique. Alors, les violences avec armes, on le sait, il y a eu des opérations, déposer les armes qui ont été un succès, qui seront peut-être remises en œuvre entre la préfecture et le tribunal de grande instance. Et puis, bien sûr, continuer. Nous sommes GIR, c'est une juridiction interrégionale spécialisée. Ça signifie que nous allons continuer à lutter contre la criminalité organisée et au premier plan contre les trafics de produits stupéfiants. La vingtaine d'avocats présents n'est pas venue que pour écouter.
Nous sommes en toute convivialité, mais déterminés à dire qu'il y a des choses qui doivent cesser dans ce pays de Martinique. Et nous adressons à des gens qui comprennent ce que nous leur disons, qu'il s'agisse des magistrats, qu'il s'agisse des élus, et en fait des représentants de la société civile et militaire. Donc tout le monde est là. C'est l'occasion pour nous, barreaux, qui sommes finalement faisons l'interface entre les Martiniquais et finalement toutes les autorités que nous avons face à nous. C'est l'occasion de dire ça va pas ou ça va mieux. Le budget annuel de la Cour d'appel s'élève à plus de 6 millions d'euros. En 2016, elle a géré 2766 affaires. En bref, une nouvelle agression sur un chauffeur de bus du réseau Mosaïque a eu lieu cet après-midi sur la ligne 416 en direction du Lamentin. Par conséquent, la circulation sur cette ligne sera interrompue demain dès 18h30 et devrait reprendre le lendemain matin. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous parlerons de la loi de l'égalité réelle qui a été débattue aujourd'hui en séance publique au Sénat. Les débats devraient durer jusqu'au 19 janvier prochain. Nous irons également en Guyane où le pont de l'Oyapock devrait être ouvert à la circulation dès la fin du mois de février. 10 véhicules l'ont traversé aujourd'hui pour le tester. Et enfin, dans notre JT des communes, Hubert Bornil nous parlera des pêcheurs qui ont beaucoup souffert du mauvais temps de ces derniers jours. Ils attendent avec impatience l'accalmie de la mer. Place à notre invité politique du mardi soir. Son nom a beaucoup été évoqué ces derniers temps depuis qu'Alfred Marie-Jeanne a choisi de soutenir sa candidature dans le centre contre l'avis d'une partie des membres de son parti. Fabrice Denon est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Sabrina Doué. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, on va quand même vous présenter. Oui. Vous êtes directeur du cabinet du Marigot. Vous êtes également à la tête du mouvement Le Lamentin la relève. Depuis le 9 décembre dernier, Alfred Marie-Jeanne a créé la surprise en soutenant votre candidature pour les élections législatives dans la circonscription du centre. Aujourd'hui, au nom de quel parti vous présentez-vous? Est-ce que c'est le Grand Semblé? Est-ce que c'est le MIM? Est-ce que c'est votre mouvement soutenu par Alfred Marie-Jeanne? Est-ce que c'est bien ça l'important de savoir au nom de quel parti? Je me présente au nom des Martiniquais et je me présente pour les Martiniquais. Je peux comprendre les Martiniquais ou qui sont interpellés par rapport à cette partie dont vous avez parlé du MIM qui est contre la décision d'Alfred Marie-Jeanne. Mais vous avez une étiquette dans cette élection? Je voudrais leur dire à ces Martiniquais que tant Alfred Marie-Jeanne que moi-même, nous sommes sereins. Et comme nous le sommes, je leur demande aussi de rester sereins. Parce que ce qui se passe, il n'y a rien de nouveau. Ça se passe dans toutes les familles politiques. C'est ma famille politique qui est en train de discuter à l'intérieur d'elle-même. Et comme dans toutes les familles, viendra le moment où tous ensemble, nous irons à la bataille parce que nous avons des adversaires et ceux-là ne sont pas pour les intérêts de la Martinique. Donc j'irai au nom de mon mouvement Le Lamentin la relève, mais ce n'est pas bien ça l'important. L'important, c'est qu'il y a le Grand Semblé qui est en train de faire quelque chose de magnifique, Sabrina Doré. Nous nous inscrivons dans ce qu'on pourrait appeler dans la construction pour la responsabilité. Ce matin, il y a eu un acte fort. Alfred Marie-Jeanne a signé la convention pour qu'il y ait le cyclotron en Martinique. C'est ça la responsabilité, prendre ses responsabilités pour les Martiniquais et je m'inscris dans cette démarche avec le Grand Semblé et avec Alfred Marie-Jeanne. Alors, la question de votre légitimité se pose quand même, puisque certains membres du MIM se sont opposés à ce soutien d'Alfred Marie-Jeanne. La question que beaucoup de monde se pose au sein de votre parti et même en Martinique d'une manière générale, c'est pourquoi il vous a soutenu plutôt qu'un membre de son propre parti? Est-ce que vous avez une histoire ensemble? Qu'est-ce qui se passe? Il faudrait lui demander à lui. Mais non, à vous. Ce que je sais, c'est que je me suis déclaré en tant que candidat à cette élection-là et qu'ensuite, Alfred Marie-Jeanne a décidé de me soutenir. Il a fait au nom de quoi? Il a fait au nom des valeurs qu'il porte. Il a fait au nom des valeurs que je porte. Aujourd'hui, les électeurs tournent le dos aux élections. Il y a de l'abstention parce qu'on ne retrouve plus les valeurs. Mais vous comprenez le questionnement qu'il y a au sein du parti ou pas? Et lorsqu'un homme dit qu'il tient à sa parole, parce que la parole donnée, c'est ce qui fait un homme. Lorsqu'il dit ça, il ne le dit pas pour moi, il le dit aux Martiniquais. Mais sa parole donnée aux Martiniquais, dans son programme, le lien qu'il a avec la Martinique, il entend le tenir. Est-ce qu'il a fait avec moi? Est-ce que vous comprenez les questionnements qu'il y a au sein de son parti? Mais je vous ai déjà répondu. Ce sont des questionnements que vous retrouvez dans tous les mouvements dès lors qu'il y a une élection. Mais c'est ma famille politique, je vous le répète, c'est ma famille politique.
Et il n'est pas question pour moi, ici ou ailleurs, de dire quel que soit quelque chose qui pourrait être contre ma famille politique. Alors, donc le moment venu, vous verrez, ce mouvement d'humeur s'éteindra de lui-même. Alors, on rappelle quand même que lors des dernières municipales, vous étiez opposé à Daniel Marie-Sainte. En tout cas, vous n'avez pas fait de liste commune. Alors, pourquoi, déjà, vous n'aviez pas fait de liste commune si vous entendez si bien avec ce parti politique? Alors, je n'étais pas opposé à Daniel Marie-Sainte. Nous étions ensemble. Bon, il y avait trois listes différentes. Non, voilà. Nous étions ensemble. Non, mais qui dit 3 listes différentes dit des candidats opposés, on est d'accord? Non, ça, c'est votre lecture des choses. Nous étions ensemble pour proposer une alternative aux Lamentinois. Maintenant, nous formons un groupe à la CACEM, nous formons un groupe au conseil municipal du Lamentin et nous sommes dans la même majorité à la CTM. Donc, c'est ça l'histoire. Il ne s'agit pas toujours et toujours de la réécrire. Et vous entendez bien avec les membres du parti aujourd'hui? Bien sûr. Je vous ai dit que c'est ma famille politique. Vous n'aurez rien d'autre que la vérité ce soir, Sabrina Doré. C'est ma famille politique. Alors, on va parler maintenant de votre programme. Quels sont les axes de vos projets? Comment ça va se passer? Donc, nous irons à la rencontre des Martiniquais. Nous avons à cœur plusieurs sujets. Je pourrais parler, par exemple, de l'habitat insalubre. Nous avons un grand problème qui touche singulièrement notre circonscription. Le Lamentin, le François, le Robert, la Trinité, le problème des 50 pages géométriques. Il faudrait qu'en tant que parlementaire, je puisse me battre afin qu'il y ait un transfert de ces propriétés de l'État vers les collectivités telles les communautés d'agglomération ou encore les communes. Pourquoi? Parce qu'à cause de je pourrais dire, de cet étatisme, il y a des ralentissements, il y a une espèce de sclérose et les Martiniquais se retrouvent sans titre de propriété, des gens qui ont demandé leur titre depuis l'année 2000, 2001, 2002. Nous sommes rendus en 2017, certains sont déjà décédés, se retrouvent sans titre. Donc il faut que les choses aillent vite et toujours dans le sens de la responsabilité. Nous devons être responsables de nous-mêmes. Donc ce combat va être porté par le parlementaire que j'entends être, afin que de l'État, nous puissions passer aux communes, aux communautés d'agglo, ces maires et ces présidents d'agglo qui sont au plus proches, puisque vous avez vu, cette circonscription regroupe les 3 EPCI, la CACEM, Espace Sud et Cap-Nord. Donc il faudrait que nous nous battions afin que nous, Martiniquais, nous puissions répondre aux attentes des Martiniquais et ainsi combattre par là même l'habitat insalubre. Ce sera une des priorités. Alors, avant de conclure cette interview, parlons de sujets sur lesquels vous serez certainement amené à vous positionner en tant que député, si vous êtes élu. La loi sur l'égalité réelle a été débattue aujourd'hui au Sénat. Éric Dupuis était sur place, regardez. Après l'Assemblée nationale, place au Sénat pour le 2e round du projet de loi. La ministre Erika Bareige a essuyé beaucoup de critiques depuis la présentation de son texte en août dernier. Aujourd'hui, elle se présente devant la Haute Assemblée, forte de ses convictions. De la combativité, de l'envie de faire avancer ce texte et puis positive parce que globalement, hormis certains, globalement je crois que nous pouvons nous rejoindre sur la finalité de ce texte. Mais en face, il y a la droite majoritaire dans cette Assemblée et qui est revenue sur de nombreux amendements de la loi, comme le Small Business Act, réservant 30% des commandes publiques aux entreprises locales, ou encore des mesures contre l'orpaillage illégal en Guyane. Là, nous allons rentrer dans une véritable bataille, un véritable conflit avec des gens qui ne connaissent rien de nos territoires. Ils sont sénateurs de la République ou parlementaires, mais ils ne connaissent nos territoires que sur des cartes postales ou encore en regardant la géographie. Une discussion qui promet d'être musclée dans l'hémicycle, c'est celle sur l'instauration du 23 mai comme commémoration nationale des victimes de l'esclavage, dont l'article a été supprimé par ce sénateur guadeloupéen. Donc tout le monde n'a pas partagé mon opinion et d'autres effectivement vont présenter un amendement pour le rétablir et on va s'expliquer, il y aura débat et après on va voter dans l'hémicycle. Un hémicycle où habituellement tout texte de loi sur l'outre-mer rassemble les différentes forces politiques. Celui-là ne devrait pas déroger à la règle, selon ce sénateur martiniquais. Pour avoir entendu les uns et les autres de divers camps, je crois que le ton est quand même donné. Ce sera très consensuel. Ce projet de loi suit ce qu'on appelle une procédure accélérée. Cela veut dire que les sénateurs ont jusqu'à vendredi minuit pour clore les discussions. Passé ce délai, le texte ne pourra pas être traité sous cette législature.
Alors, ma dernière question, c'est sur ce projet de loi qui est en train d'être travaillé. Quel est votre positionnement là-dessus? Parce qu'il a tellement été retouché. Qu'on peut dénoncer, premièrement, l'opportunisme de ce gouvernement-là, qui à 6 mois des élections présidentielles s'intéresse à l'inégalité qu'il y a dans les outre-mer, singulièrement en Martinique. Qu'on peut dénoncer, qu'on renvoie au canon grec les dites applications, alors que c'est maintenant qu'il faut traiter le problème des petites retraites. C'est maintenant qu'il faut traiter le problème de l'exode des jeunes. Il faut, une fois pour toutes, qu'on dise que la Martinique doit cesser d'être un tonneau des Dénaïdes et qu'enfin, qu'on puisse donner de l'espoir. Et c'est là tout l'objet de ma candidature avec Alfred Marie-Jeanne. C'est ce que nous entendons dire aux Martiniquais. Très bien. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. À nos questions. C'est moi. Nous repartons à Paris, où la ministre de l'Outre-mer a présenté ses vœux à la presse hier. L'occasion pour Erika Barrette de faire un bilan élogieux des actions du chef de l'État pour les Outre-mer. Justement, François Hollande, qui est arrivé en invité surprise, a appuyé les décisions de sa ministre en ce qui concerne la loi d'égalité réelle. Voyez ce reportage de notre correspondant Éric Dupuis. Leader d'opinion, entrepreneur, parlementaire, c'est le tout Paris de l'Outre-mer qui s'est pressé dans les salons du ministère. Ils sont venus écouter la ministre se féliciter de son action au sein du gouvernement. Nous sommes dans une nouvelle démarche, nous inversons les choses, nous donnons la parole aux territoires, nous allons construire du contrat avec les territoires, nous allons prendre en compte les atouts de chacun. Et comme en écho, un peu par surprise, organisée bien sûr, c'est le président qui vient lui-même faire le service après-vente de son bilan et soutenir sa ministre réunionnaise. Nous avons à faire en sorte que partout sur les territoires, nous mettions en œuvre la prochaine loi sur l'égalité réelle. Nous allons la faire voter, je l'espère, dans les prochains jours. Elle l'a portée, elle l'a préparée avec Georges Paul-Langevin, puis elle l'a portée, elle va la faire adopter et je m'engage à ce qu'elle puisse être dès l'année 2017 mise en œuvre, même si c'est une loi qui s'inscrit dans la durée. C'est très important qu'on montre des premiers signes, notamment en termes d'égalité dans les prestations. Et nous devrons, au-delà de ma propre présidence, continuer à agir, parce que agir pour les Domiens, c'est agir pour la France. Le président est resté une petite heure au ministère, le temps de signer son testament de politique outre-mer. Partons en Guadeloupe maintenant avec un séminaire qui a commencé aujourd'hui autour du chien. Alors si le meilleur ami de l'homme a sa place à la maison, il est en train de devenir aussi un partenaire dans d'autres activités comme le sport et même le travail. Voyez les explications de Linda Gersi. Le chien de travail, de sport et d'utilité sont au cœur des échanges de ce séminaire. Une rencontre qui rassemble près d'une soixantaine de cynophiles, une première. L'idée principale, c'est de ramener en Guadeloupe une connaissance du chien qui a évolué en 30 ans. Aujourd'hui, on est sur des chiens où on essaie de les sélectionner pour l'utilisation. Aujourd'hui, ce séminaire a vocation vraiment à développer l'utilisation du chien dans la Caraïbe. Et donc tous, nous sommes des utilisateurs du chien et c'est ramener les nouvelles compétences et apprendre des nouvelles choses sur nos chiens, mieux les sélectionner, mieux les faire travailler et surtout optimiser l'animal dans notre utilisation. À ce séminaire, nombreux sont les participants pour qui le chien est avant tout un outil de travail, notamment pour les forces de sécurité publique. Pour l'occasion, un éminent spécialiste canin, le professeur Dominique Grandjean, a fait le déplacement. Ce qui fait la qualité d'un chien, c'est pas son look, c'est un peu comme les humains, hein. Si on se jugeait tous à ce à quoi on ressemble physiquement, c'est pas une bonne manière de procéder. La bonne manière de procéder, c'est quelles sont les qualités intrinsèques de l'animal. Et un animal qui est né dans le show et dont les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents sont nés aussi en climat chaud, il va forcément être plus performant. Quand on parle surtout actuellement, quand on parle de recherche d'explosifs, de stupéfiants, de personnes ensevelies sous des décombres ou de personnes égarées, on est là face à des vies humaines. Le chien, concrètement, est un animal qui sauve des vies humaines au quotidien. En résumé, autant de pistes et de conseils qui permettront d'approfondir les connaissances du monde canin, mais surtout de garantir la carrière du chien dans une espérance de vie active accrue. Partons en Guyane maintenant avec l'ouverture du pont de l'Oyapock qui n'est plus qu'une question de temps.
aujourd'hui. Une dizaine de véhicules a traversé l'édifice pour le tester 5 ans après la fin des travaux. L'opération conjointe entre la France et le Brésil visait à tester les équipes aux frontières pour une ouverture envisagée à la fin du mois de février. Stéphanie Plugilzi était sur place. Regardez. Et donc, monsieur, merci messieurs, dames, bon séjour au Brésil, au revoir. Ce contrôle de police paraît anodin, et pourtant c'est une grande première. Terminé en 2011, le pont de l'Oyapock a ouvert ses portes officiellement à quelques volontaires le temps d'une journée test. Première étape pour se rendre au Brésil, le contrôle des autorités françaises. La personne se présente du moment qu'elle a un passeport en règle et qu'elle ne transporte pas de marchandises interdites. Elle passe la frontière normalement. Il n'y a pas de contrainte particulière pour quelqu'un qui part à l'étranger. Puis après avoir traversé le pont, direction le poste frontière brésilien où de nouvelles vérifications sont réalisées. O viajante français ou estrangeiro. Le voyageur français ou étranger qui entre au Brésil doit passer par la police d'immigration, puis à la douane afin de déclarer ses biens, puis au ministère de l'Agriculture afin de voir s'il transporte des marchandises animales ou végétales. Mais là, c'est le hic, les travaux de la chaussée, mais surtout le poste de police aux frontières brésilien ne devait être opérationnel qu'au mois de juillet. Les personnes se rendant au Brésil devront passer par le bourg d'Oyapock pour effectuer leurs formalités douanières. Malgré tout, cet exercice de simulation a été jugé satisfaisant par les autorités françaises et brésiliennes. Reunido todas as autoridades francesas e brasileiras. Nous suivons un programme de travail fruit de la dernière réunion transfrontalière en Guyane. Ici, toutes les autorités françaises et brésiliennes, au niveau départemental, régional et national, sont présentes afin de tester le dispositif de chaque côté de la frontière et surtout de lever les doutes quant à la possibilité d'ouverture provisoire dans les prochains mois. Je pense que c'est un jour important pour arriver à l'événement final, c'est-à-dire l'inauguration complète du pont courant 2017. Je pense qu'aujourd'hui c'est un jour historique pour les Brésiliens comme pour les Français de Guyane et que ce pont sera véritablement le lien qui va nous unir. Maintenant, il restera avec l'autorité de gestion des fonds européens de voir comment l'économique puisse également fédérer la rencontre des deux peuples. Le pont devrait ouvrir aux véhicules de tourisme fin janvier, début février. Pour le transport de marchandises et de personnes, il faudra attendre que la commission mixte transfrontalière fixe une date pour pouvoir circuler. Allez, on revient en Martinique et nous passons à notre JT des communes. Parlons des conditions de travail des professionnels de la mer. Avec le mauvais temps qui s'est installé sur notre île ces derniers mois, la pêche a été très difficile. Heureusement, une accalmie semble se profiler. En attendant, les marins-pêcheurs s'occupent. Hubert Bornil et Guillaume Bacoul se sont rendus au Vauclin. Regardez. Il y a d'abord eu Mathieu, ensuite la pénurie au niveau des grillages et puis cette période interminable des avants. Vraiment, nous peut dire que ces pêcheurs nous ont attrapé contre en état là. Et c'est ça, le cas de nous ici à Vauclin. Le Vauclin est la deuxième ville en nombre de pêcheurs après le François. Ici, l'on enregistre à peu près 86 marins-pêcheurs, c'est dire toute l'importance de la filière. Mais comme un peu partout, les pêcheurs vauclinois ont beaucoup souffert à cause d'une mauvaise météo et cela fait déjà près de 2 mois. C'est un travail qui a mouvementé, car bon, on joue belle, on joue pas belle. Depuis belle, c'est aller quoi. Et puis voilà, puis ça nous prend, nous essayer de vendre, soit le soir ou bien le lendemain matin. Non mais c'est difficile, de l'eau frette là, on peut pas même prendre un billet, a pas de l'eau frette là. Ni moun qui pas remarquer ça, mais je constate, je fait la plongée. Chaque fois, mois de janvier, février, puis fait fret, l'embouteillage est difficile. Il n'est pas nécessaire d'observer très longtemps le bord de mer pour se rendre à l'évidence. La ressource est en forte baisse. Ceux qui font la pêche sous-marine sont au chômage, ceux qui font les filets sont au chômage, ceux qui font la pêche dite micron, la pêche au large, sont au chômage, ceux qui font les DCP sont au chômage. Il n'y a que quelques éléments qui boivent les dangers. Les rares clients à s'être déplacés savent à quoi s'attendre. Pêcher à poisson, les plus belles, ils ont réservé. La fournie filon pour toi, poisson. Pas dit ça, mais pas en pile. L'été fin, il est libre, mais actuellement, poisson, pas commun. Alors, pêcher à les clients.
Chez ce marieur, ça peut encore aller. En tout cas, ce secteur d'activité a pu s'en sortir malgré des avants perturbés. Seulement, beaucoup de consommateurs ont une préférence pour les poissons de nasse. C'est un poisson qu'il faut garder sous la glace. Il y a la chaîne de froid qu'il ne faut pas perdre. Alors donc, on conserve le poisson au mieux pour donner aux clients une meilleure qualité de poisson qu'ils puissent avoir. Pour qu'ils ne puissent pas nous dire qu'on les a vendus du poisson abîmé. Alors donc, on a des formations qui nous permettent de mettre en valeur le poisson qu'on a. Une chose est sûre, du côté du comité des pêches fraîchement réinstallé, on entend tout faire pour venir en aide à la profession. Nous sommes obligés de faire quelque chose et j'espère que nous serons entendus puisque on voit bien, la météo le dit, souvent en alerte jaune, etc. Et c'est catastrophe naturelle. En tout cas, les hommes de la mer trouvent toujours de quoi s'occuper en ces temps difficiles, c'est bien connu. La vie marin-pêcheur, ça pas facile tous les jours. Ben, Georges Balarette, mais avec quoi, il dit ouais, mais ils pas mort. Alors, ni en compagnie qui a demandé, qu'ils ont préparé, ou aussi qui a préparé, puis ils ont mis tout le ballon là. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'on se prépare déjà. Après la crise, eh ben, c'est la reprise attendue pour demain, on espère du beau temps, effectivement. Information pratique avant de refermer cette édition pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Un camion de l'EFS sera stationné sur le parking du centre commercial La Galeria de 9h à 14h. Comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants avec Antje Pays. À tout de suite.